Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier événement live versus ActiNvision. Je m'appelle Martin Lee, je suis l'un des associés cofondateurs et Chief Revenue Officer d'ActiNvision. J'ai le plaisir de co-animer cet événement avec Thomas, qui est à mes côtés. Thomas. Et Thomas se fera un plaisir de m'interrompre, le cas échéant, et je me ferai un plaisir de répondre à ces questions ou de les poser aux membres de l'équipe. Alors, très Très bien. rapidement, donc, nous représentons ActiNvision. Nous sommes, spécialisés dans le monde de la data pour ceux qui nous connaissent, avec la conviction que la donnée est au final au cœur de toutes les activités, de toutes les organisations avec, lesquelles nous avons le plaisir, Il de fonctionne travailler. maintenant. Pardon, Pardon? enfin, Martin, moi j'ai eu un petit problème de micro, donc je vais Ah! juste. Les spectateurs m'ont bien fait comprendre que mon micro ne fonctionnait pas. Normalement, en tout cas, ça Ah! fonctionne maintenant. Donc je vais juste D'accord. rappeler rapidement. Donc Thomas Boulanger, responsable marketing et communication chez Activision. N'hésitez pas à utiliser le chat de la fonctionnalité LinkedIn sur lequel vous pouvez inscrire vos questions et vos commentaires. Je les remonterai donc à Martin. Merci. Très bien, les effets du live. Mais il fallait bien commencer comme ça, sinon ça aurait été trop facile. Donc, ActiNvision, la data au centre de tous les processus et de toutes les initiatives au sein des organisations avec lesquelles nous avons le plaisir de travailler. Nous travaillons bien sûr sur tout le cycle de vie de la donnée tant qu'elle existe chez nos clients. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur une thématique très précise qui est la visualisation et la communication autour de la donnée. Aujourd'hui, donc, nous aurons le plaisir d'afficher un versus de deux solutions donc on présentera, qui auront un temps imparti pour créer du visuel que vous allez pouvoir voir. On va leur poser des questions, on va interagir, on va aussi, à l'issue de la réalisation, poser quelques questions d'analyse de cas réels, voir comment les solutions performent dans ce cas-là également. ActiNvision, c'est tout ça, mais c'est aussi des personnes, des data heroes. Et grâce à eux, on peut vous proposer cet événement. On va tout de suite vous présenter deux d'entre eux qui sont les candidats de ce versus, si je puis dire. Est-ce que Julien et Simon, vous êtes là? Oui, Martin, on est avec toi. Parfait, Oui, tout à fait, bonjour, bonjour. bonjour. Super. Peut-être rapide introduction et présentation. Simon, tu peux peut-être commencer? Bien sûr. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Simon Jarran. Je suis ingénieur en aéronautique et spatiale de formation. Je me suis tourné vers la data par passion pour ce domaine. Et j'ai rejoint ActiNvision il y a maintenant 7 mois. Et j'ai appris chez eux à utiliser la solution Tableau Desktop, notamment, que je vais utiliser aujourd'hui. Et donc, je suis ravi de faire ce live pour vous présenter les différentes fonctionnalités que je vais utiliser aujourd'hui. Super, merci beaucoup Simon. Et Julien? Merci Martin. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Julien, je suis natif de Strasbourg. Donc, je suis chez ActiNvision depuis maintenant presque un an. Donc, j'ai effectué mon école d'ingénieur à Paris, à l'ISEP, où j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur, disons, généraliste en technologie de l'information. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de démarrer ma carrière dans ma ville natale, dans cette société qu'est ActiNvision. Donc, j'ai eu l'opportunité de me perfectionner sur les technologies Microsoft et Power BI particulièrement. Donc c'est un outil que j'ai vraiment le plaisir de vous présenter aujourd'hui, car j'ai eu l'occasion de mener diverses missions sur cet outil et j'ai hâte de vous montrer ses bienfaits. Super, et ce sera notre plaisir de voir ce que vous pouvez produire tous les deux. Donc merci pour cette introduction et j'apprécie vraiment la coordination de couleur polo foncé avec le fond blanc. C'est vraiment très bien fait. C'était pas du tout prévu, Pas du tout. mais je salue cet effort-là. Très bien. Donc maintenant que les présentations sont faites, passons à l'agenda. Thomas. En effet, nous allons donc réaliser deux visualisations à partir d'un seul et unique dataset. Ces deux visualisations sont donc effectuées sur Tableau Software et sur Power BI. Réalisées
directement par Simon Géant et Julien Oudil. Alors j'ai un problème de Voilà. son, voilà, merci. Le live, en tout cas, on a toujours des petits éléments qu'on ne prévoit pas. Il n'y a pas de Voilà. souci, ça peut arriver. Donc, juste pour rappel, cette réalisation sera chronométrée, elle sera en direct, elle durera 45 minutes. Donc, pendant le live, on vous présentera également en détail les produits. Il y aura d'autres spécialistes que nous aurons le plaisir d'accueillir un tout petit peu plus tard, qui commenteront les fonctionnalités majeures de chaque solution et parleront des différents arguments qui, à leur sens, font que ces solutions sont particulièrement adaptées au contexte client que nous avons au quotidien. Eh bah, parfait, très bien. Merci Martin. Voilà. Et surtout, si vous avez des questions, je tiens à le préciser, comme Thomas l'a dit tout à l'heure, quand son micro ne fonctionnait pas et après quand cela fonctionnait, n'hésitez pas à relayer vos commentaires dans le chat et le fil de l'événement. On se permettra du coup de les prendre et de les poser aux différents participants et experts de cet événement. Très bien, bah, peut-être qu'on peut passer directement en fait au compte à rebours. Donc messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour commencer vos réalisations de visualisation? Yes. Oui. Très bien. Très bien. Bah, écoutez, on va lancer le compte à rebours. Attention, 3, 2, 1. Et c'est parti Et donc pour le live tableau versus Power BI de 45 minutes de réalisation, donc à partir d'un dataset nous allons vous expliquer dans quelques instants avec Martin. Voilà, les deux candidats que sont Simon et Julien sont en train de préparer, ils sont en train de commencer sur chacune des solutions comme vous pouvez le voir directement sur vos écrans. On voit déjà une approche, Thomas, qui est un petit peu différente. On voit d'un côté, côté tableau, qu'on se concentre déjà sur les données et sur la connexion, alors que côté Julien, on a, je crois, semble-t-il, un template qui est déjà en place et on commence à faire des calculs. Si je m'abuse. Mais bon, on reviendra sur cela tout à l'heure pour en discuter plus en détail et pour faire un focus sur l'avancement de chacun d'entre eux. Je pense qu'on peut peut-être maintenant parler rapidement du dataset. Oui, en effet, le dataset qui est donc un dataset unique, comme on l'a dit, pour mettre à égalité les deux candidats. Donc c'est un dataset, si je ne me trompe pas, Martin, qui est issu des données boursières. Tout à fait. Donc, Thomas a évoqué à juste titre, la volonté était de partir d'un point commun pour ces deux visualisations, qui est donc un dataset sur des données financières, des données de la bourse, qui est un dataset qui court de juin 2018 à avril 2020. Par contre, chose importante, c'est le seul point commun au final qu'auront les deux participants pour ce versus. Ils seront libres après de créer ce qu'ils veulent à partir de ce dataset. C'est une information et un élément très important de cet événement. Donc, pour rappel, données financières de la bourse de juin 2018 à avril 2020. Intéressant Martin, je pense qu'il y a quelque chose qui moi m'intéresse tout de suite en tant que marketeur, c'est de voir si en effet sur cette période que tu nous as donnée, on va voir l'impact des dernières actualités que nous avons subies tous, notamment liées au Covid-19. Tout à fait. C'est vrai que la période prend en compte le début, si je puis dire, de cette crise. Et il est tout à fait possible que les informations que nous verrons à l'écran mettent en avant, on voit déjà d'ailleurs sur l'écran de droite, sur Power BI, à partir de mars 2020, qu'il y a un impact. Donc on risque d'avoir pas mal de choses qui ressortent de cela et des éléments intéressants à communiquer autour de la crise, effectivement. Alors restez avec nous jusqu'à la fin, donc après les 45 minutes on reviendra sur les présentations globales de ces différentes solutions. Voilà, alors je vois qu'il y a un petit souci technique du côté de monsieur Simon Géant, nous reviendrons par-dessus. Mais en tout cas j'ai hâte de voir le résultat. N'hésitez pas en tout cas à interagir avec nous d'ici là, en tout cas sur les différents éléments techniques sur lesquels on va se baser et discuter. Tout à fait, tout à fait. Donc,
en attendant que on retrouve Simon, ah bah voilà, c'est parfait. Donc on peut peut-être, Thomas, parler un petit peu de ce qui se passe autour de ces solutions de visualisation de données, parce que ce n'est pas que dans le cadre de nos engagements avec nos clients et de nos projets, c'est la partie visible, c'est ce qu'on voit en résultat final, mais au final, en dessous du capot, il se passe tout un tas de choses au niveau de la donnée et de sa préparation. Il y a tout un processus au final qui est à mettre en avant et qui est à prendre en considération. Et c'est vraiment ça notre métier chez Activision. Au final, c'est d'aborder toutes les problématiques liées à l'exploitation de données pour arriver au résultat final qu'on voit à l'écran. Donc ça passe par la préparation, ça passe par la centralisation et le stockage, ça passe par l'enrichissement également de la donnée avec de l'analyse, des techniques de la data science par exemple. C'est très en vogue et à la mode, mais aussi après la visualisation autour de la communauté d'utilisateurs qui vont exploiter la solution, en tirer les bénéfices, etc. Et c'est un accompagnement de fond qui se fait à la fois donc sur un use case particulier avec la production d'un résultat final, mais surtout sur l'adoption et comment dire, la création d'une culture data au sein des organisations. Et c'est vraiment là que nous allons proposer un accompagnement en profondeur et dans la durée avec nos clients. Et qui dit accompagnement dit également accompagnement humain avec nos spécialistes. Alors on en a vu deux à l'instant qui sont donc Simon Jahan et Julien Oudil qui réalisent actuellement en arrière-plan leur visualisation sur Tableau Software et sur Microsoft Power BI. Nous allons également être accompagnés, comme on l'a dit précédemment, d'autres spécialistes qui vont nous commenter, en tout cas techniquement, et sur lesquels on va avoir un échange plus technique sur les différentes fonctionnalités de chaque solution. Tout à fait, c'est une très belle transition. Je pense qu'on peut quitter un court instant Simon et Julien pour accueillir nos deux autres participants. Et bah la magie du direct, Martin, c'est parti. Les voilà avec nous. Bonjour super. Maxime, bonjour Julien. Et encore un Bonjour. Julien. Salut. Salut à tous les deux et merci d'être présents parmi nous aujourd'hui pour ce live Tableau versus Power BI. Donc, comme tout à l'heure, rapidement, vous pouvez peut-être vous présenter et introduire vos rôles chez Activision. On va commencer cette fois-ci avec Power BI et Julien. Ouais, bonjour, bonjour à tous. Donc, merci Martin et Thomas pour cette introduction dans cette session live. Je suis Julien Larcher, je suis consultant BI chez Activision depuis 5 ans maintenant. Et j'ai la chance également d'être référent technique sur les technologies Microsoft et notamment Power BI. J'ai un peu plus de 17 ans d'expérience aujourd'hui dans le monde informatique, où j'ai plutôt commencé ma carrière en tant que développeur d'applications pour ensuite m'orienter dans le monde merveilleux de la BI. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente session et je vais passer la parole à Maxime. Très très bien. Et Julien, juste petit commentaire à côté, tu es le doyen de l'équipe? Je suis le doyen de cette équipe-là aujourd'hui. D'accord, ça marche. Bon, très bien. Allez, du coup, on passe la main à Maxime pour une rapide introduction, présentation aussi. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Maxime Beau, consultant décisionnel également chez Activision depuis 4 ans maintenant. Mon travail au jour le jour, c'est d'accompagner mes clients dans les différents besoins autour de la donnée. Donc bien sûr, que ce soit du coaching, de la formation, de la réalisation. Et j'ai également maintenant du coup ce rôle de référent technique tableau interne, voilà, qui me permet d'organiser des montées en compétences, de faire de la veille technologique et tout un tas de trucs et de partager beaucoup ma passion pour cet outil-là parce que c'est devenu, ça a dépassé le cadre professionnel depuis quelques temps maintenant. Très bien, merci aussi. Et du coup, dans le cadre de l'équipe, du moins parmi les spécialistes, tu fais partie des plus jeunes du coup. Oui, bah, il y avait 26 ans, je suis à la fois parmi les plus vieux en termes d'expérience, parce que ça fait 4 ans que je suis là sur une entreprise qui a 6 ans d'existence, mais toujours dans les plus jeunes, parce que 26 ans, je suis un pur produit Activision, je vous ai rejoint en stage.
C'est vrai, tout à fait. Bon, merci en tout cas à tous les deux pour cette introduction. Revenons un petit peu sur le sujet du dataset avant d'approfondir sur les outils. Vous avez eu l'occasion de parler un petit peu avec vos collègues et surtout de les aider à préparer ce jeu de données. Julien, peut-être tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors effectivement, ce dataset est composé principalement des valeurs boursières, donc des deux indices CAC 40 et Dow Jones pour la France et les États-Unis. On va retrouver donc les valeurs boursières de toutes les entreprises qui composent ces indices. Techniquement parlant, on va retrouver essentiellement des fichiers texte, des fichiers plats qu'on a pu justement récupérer, assembler, modéliser, je dirais, dans chacun des outils. Alors c'est vrai que c'est pas forcément notre domaine de prédilection, la bourse, mais effectivement c'est un peu notre métier de consultant de pouvoir et de savoir s'adapter à n'importe quelle situation et n'importe quelle source de données. D'accord. Et Maxime, est-ce que tu as pu parcourir le dataset à ton niveau? Tu vois quels sont les types d'indicateurs et les axes d'analyse qui s'y trouvent? Oui, tout à fait. Bah, du coup, comme Julien l'a dit, donc, alors simplement pour préciser l'origine du dataset, on a récupéré ça sur un site qui s'appelle ABC Bourse, qui est une sorte de référence française du milieu, qui nous a permis à la fois de récupérer des données, mais également parce qu'ils ont un onglet Apprendre, de se renseigner pas mal et d'identifier certains axes d'analyse qui peuvent être intéressants également. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? On va retrouver du coup l'ensemble des entreprises qui composent à la fois le Dow Jones et le CAC 40 sur une période de temps qui va de juin 2018 à, je crois, il y a quelques semaines. L'idée, c'est bien sûr de voir l'évolution des valeurs des différents titres sur les périodes et on va essayer de voir du coup vraiment s'il y a eu un impact avec l'espèce de mise en quarantaine mondiale que nous avons tous vécu. Oui. Voilà, on va pas trop faire de teaser non plus, mais voilà, on va essayer de voir ça. D'accord. Et si je peux te reposer une question, Maxime, et Julien, je te laisserai rebondir dans la foulée, mais qu'est-ce que toi tu ferais si c'était toi qui étais à la réalisation? Qu'est-ce que tu ferais avec ce dataset? Alors, dans un premier temps, je chercherai bien sûr à le récupérer, à évaluer directement la qualité des données que j'ai récupérées. C'est-à-dire, est-ce que mes indicateurs sont bien remplis? Est-ce que mes dimensions sont bien remplies? Est-ce que j'ai des problèmes de qualité? Ensuite, ce qu'on va Oui. faire, c'est qu'on va regarder les indicateurs un par un en fonction des différents axes d'analyse. Et ça, c'est vraiment la force de ces deux outils. Alors moi, je connais très bien Tableau, mais je suis à peu près convaincu que c'est pareil aussi avec Power BI. On va créer plein de graphiques différents, mais simplement parce que c'est très facile de le faire et parce que ça permet d'explorer les données très facilement. On va essayer de regarder quels sont les indicateurs qui ont la plus grande variabilité, etc. Est-ce que c'est uniquement temporel? Est-ce que c'est lié à quelques entreprises, à quelques domaines, etc. Et puis ensuite, on va réfléchir à comment est-ce qu'on va enrichir ces données-là. Très bien. Alors, Julien, ton approche? Je ne peux que approuver ce que Maxime vient de dire. Effectivement, quel que soit l'outil, l'approche est tout à fait juste. Effectivement, moi, avec cette source de données, j'irai chercher les valeurs boursières, hein, justement, qui ont eu un gros impact dans cette crise, effectivement, pour les mettre en avant et effectivement vérifier quel secteur d'activité, quelles entreprises ont subi de plein fouet cette crise. Très bien. Et Donc, Martin, je me permets oui. juste peut-être de te couper. On a une première question concernant le dataset de Jérémy dans le chat qui souhaite avoir un peu plus d'informations. Donc, peut-on en savoir plus sur le dataset? Il s'agit d'un CSV unique. Donc là, vous avez déjà normalement répondu à cette question. D'autres sources Alors, stables et des jointures un peu exotiques. Alors, non, il ne s'agit pas d'un CSV unique, hein. Il s'agit de plusieurs fichiers texte, de fichiers plats qui représentent en fait, on a un fichier par mois, il me semble, depuis 2018, depuis juin 2018, essentiellement. Après, effectivement, on a enrichi un petit peu cette donnée avec d'autres informations, avec des noms un petit peu plus clairs des entreprises par rapport au code boursier. Voilà, on a pu enrichir un petit peu cette source de données-là, mais la source principale, ce sont une multitude de fichiers texte qu'on a unifiés dans chacun des outils.
C'est d'ailleurs ce qu'on voyait sur le premier écran quand on a vu le démarrage sur Tableau, quand Martin disait que sur Power BI, on voyait déjà un commencement de création de graphique et sur Tableau, par contre, on était vraiment sur la donnée. En fait, ce qu'était en train de faire Simon, c'était justement cette union de tous les fichiers, de la vingtaine de fichiers Excel. Il était en train de tout mettre à la suite, de tout consolider directement à l'intérieur de Tableau Software. Il n'y a pas besoin de faire un traitement primaire avant ça. Et après ces données-là, oui, on peut parler de jointure un petit peu exotique parce que, donc ça, je ne sais pas si on aura l'occasion de le voir un tout petit peu plus tard, mais oui, on a enrichi ces données avec un référentiel qui permet d'avoir des données plus intelligibles, etc., via une jointure classique. Mais il y a également du coup un second dataset qui va être utilisé, je crois, des deux côtés, qui va nous permettre de compléter ces données et qui, lui, par contre, ne peut pas être fait avec une jointure classique, sous peine de dupliquer certains indicateurs. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle en Tableau du data blending, qui va permettre en fait de paramétrer des sources de données distinctes pour ensuite les lier sans duplication. Alors, n'allons peut-être pas trop loin pour l'instant et gardons l'esprit de surprise pour tout à l'heure. Mais Maxime, comme on te parle maintenant, parlons rapidement, en 2 minutes, de Tableau en tant qu'outil, en tant que plateforme. Est-ce que tu peux nous faire une rapide présentation de cet éditeur? Ouais, bien sûr. Donc Tableau Software, société américaine fondée en 2003 à la suite d'un projet universitaire à l'université de Stanford. Donc c'est vraiment en fait à la base un projet de recherche qui a donné lieu à la création d'une entreprise qui a très vite grandi, qui s'est très très vite imposée parce qu'elle est rentrée en bourse en 2013 et qu'en 2019, elle a été rachetée par le groupe Salesforce. Il faut savoir que c'est la plus grosse acquisition du groupe Salesforce, je crois, pour 15 milliards de dollars. Donc c'est vraiment assez colossal. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire là-dessus? Tableau, c'est un ensemble d'outils. Vous avez ce qu'on appelle Tableau Desktop, c'est ce sur quoi travaille actuellement Simon Jahan. C'est vraiment l'interface, le client lourd qui va permettre de faire de la création. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle Tableau Server et Tableau Online, qui sont deux versions d'un même portail collaboratif en fonction de si vous voulez gérer votre propre serveur ou si vous voulez l'avoir totalement hébergé directement par Tableau. Et vous avez également d'autres outils qui sont soit complémentaires, soit des derniers nés. Par exemple, on va avoir Tableau Prep qui va permettre de faire du nettoyage de données et de la préparation en amont de l'utilisation dans Tableau Software quand c'est vraiment nécessaire. Vous avez après Tableau Mobile, Tableau Reader, il y a énormément de choses. Donc c'est une solution qui est très complète, qui est très sympa à utiliser parce qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est un outil qui est vraiment cool parce que c'est toujours évolutif en fait, ça arrête pas de changer et puis voilà, moi je m'amuse beaucoup là-dessus, donc on en parlera plus tard. Moi, Très bien. je retiens que c'est un outil très cool et peut-être vu que c'est un outil très cool, on va peut-être maintenant faire un focus sur le travail effectué par Simon. Donc on va faire réapparaître l'écran de Simon avec la magie du live. Voilà, donc là on voit en direct le travail effectué par Simon. Et peut-être, Maxime, peux-tu nous commenter un peu ce que tu vois ou ce qui a été effectué déjà? Ouais, bien sûr. Alors, ce que vous avez vu très rapidement, d'abord, là, c'était le tableau de bord. Donc, en fait, Simon est en train de créer un tableau de bord. Comment est-ce qu'il a travaillé? Il a d'abord réfléchi. Donc, d'abord, il a exploré ses données. Ensuite, il a réfléchi à une maquette qu'il a préparée, bien sûr, en amont et qu'il est actuellement en train de réaliser. Et donc, dans le cadre de la création de cette maquette, il a déjà commencé à mettre un titre, à mettre des grands indicateurs, etc., qui nous donneront un petit peu un point de vue un petit peu global sur les différentes variations. Et là, il est actuellement en train de créer des tops et des flops sur l'ensemble des entreprises qui font à la fois partie du Dow Jones et du CAC 40. Donc là, en fait, il est en train d'utiliser, alors ce que vous voyez avec les petits triangles en fait en vert, ce sont ce qu'on appelle des calculs de table. Il est en train de dire et de créer des classements des différentes entreprises. Alors là, vous voyez typiquement la petite fenêtre qui s'affiche, c'est ce qu'on appelle un champ calculé. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est simplement en train d'enrichir les données existantes avec des formules supplémentaires. Donc, ces formules, elles sont basées sur une syntaxe qui est propre à Tableau, mais qui est vraiment très classique, quoi. On ne peut même pas parler de code, hein. On est vraiment sur des trucs qui sont très, très succincts. La plupart du temps plus facile que du Excel. Et donc là, voilà, ça, il est en train du coup d'utiliser des ranks pour essayer de faire des classements et pour avoir des top 3 sur diverses périodes. Donc si on regarde bien, il y a quand même pas mal de transformation et de préparation de cette donnée au-delà de ce qui est présent dans les fichiers, qui est du coup possible directement dans l'interface de l'outil de visualisation. Exactement, là il fait tout dans Tableau, c'est-à-dire qu'il a vraiment pris les données brutes et on enrichit toutes ces données, on n'a pas besoin d'aller la préparer en avance pour créer des classements et des choses comme ça, c'est des choses qu'on va faire à la volée et c'est des choses qui vont être aussi, qui vont permettre de préserver un caractère dynamique dans nos visualisations parce que rien n'est calculé en amont, tout est calculé à la volée en fonction des différents filtres et du périmètre qui nous intéresse.
Alors j'anticipe une question qui peut survenir par rapport à Tableau Prep que tu as mentionné tout à l'heure. Quel serait l'intérêt ou quels sont les avantages du coup de faire cette préparation de données ici versus un Tableau Prep qui le fait en amont? Alors, il faut savoir que Tableau a un ensemble de connecteurs, que ce soit à des fichiers plats ou à des serveurs. Il y a énormément de connecteurs qui existent et on se connecte à quasiment tout type de données. Mhm. Par contre, il va y avoir un certain nombre de préparation qu'on pourrait décider de faire en amont pour optimiser la structure de la source de données et faire en sorte, si on a par exemple, je sais pas, 200 millions de lignes, mais qu'on va faire quelque chose de très général et qu'on a juste besoin d'un résultat consolidé, on va peut-être décider d'agréger nos données en amont. On va peut-être décider de préparer des unions de fichiers en amont pour avoir en fait un temps de génération d'extrait qui soit peut-être encore meilleur que ce qui serait faire. Il y a aussi plein de choses qu'on va pouvoir faire avec Tableau Prep qu'on peut pas, on va pas vraiment pouvoir faire avec Tableau parce qu'on va permettre de faire tourner plein de scripts R et de scripts Python en amont sur nos données. On va pouvoir faire plein de pivots, faire plein de nettoyage, enfin énormément de choses. Il ne faut pas oublier que Tableau Desktop, ça reste quand même un outil de visualisation. Son but premier, c'est de représenter la donnée, c'est pas forcément de la traiter. Même si j'ai parlé de R et Python, on peut intégrer directement du R et Python en Tableau Desktop, c'est pas un problème. Mais après, on est toujours dans une philosophie où ce qu'on peut préparer en amont, autant le faire. Oui, tout à fait. Et on voit quand même que l'outil reste très visuel. On voit beaucoup de pilules, si je puis dire, hein, de Oui. bleues, vertes qui se baladent un petit peu partout dans l'interface. Tu peux peut-être nous en parler. C'est ça. Alors en fait, déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est que Tableau, quand on va se connecter à des données, va scanner, entre guillemets, ce qu'on appelle les métadatas. Il va regarder dans ces données quels sont les différents types qui sont représentés, leur associer des petits logos que vous voyez en bleu à gauche de chacun des noms dans la partie en haut à gauche. Et ces données, elles sont également regroupées en ce qu'on appelle des dimensions et des mesures qui vont être en fait simplement les mesures, c'est ce que j'analyse. Les dimensions, ce sont mes axes d'analyse en fonction desquels je vais analyser du coup mes mesures. Il faut savoir qu'en fonction également des types de données, Tableau va leur associer une couleur par défaut. J'insiste sur le fait qu'elle est par défaut parce que c'est quelque chose qui va nous permettre, c'est totalement réversible. En fait, on peut passer de l'un à l'autre sans aucun problème. Mais en fait, cette couleur, ce qu'elle va déterminer, c'est le comportement de Tableau. Quand je vais glisser un élément bleu dans Tableau, je vais lister un certain nombre de valeurs et du coup, je vais créer des listings, je vais créer des tables de données où je vais subdiviser un graphique en plusieurs éléments. C'est d'ailleurs ce qu'on voit ici. Dès que Simon aura fini cette feuille, on pourra le voir. Mais typiquement, en fait, le fait d'avoir compagnie ici qui soit un élément bleu, qu'est-ce que ça fait? Ça prend la barre qui correspond à la variation et ça la split en 3 pour les 3 valeurs des 3, en fait, du top 3 des 3 entreprises qu'on représente. À l'inverse, à chaque fois que je vais glisser un élément vert, ce que je vais faire, c'est que je vais représenter des données sur un axe. C'est ce qu'on appelle des éléments continus. Et donc, ça va me permettre de créer, notamment quand je vais les glisser dans les étagères de lignes et de colonnes, je vais créer des axes verticaux, des axes horizontaux. Et c'est ce qui va me permettre de passer sur une représentation graphique. D'accord. Alors, là, on voit que Simon fait pas mal de copier-coller de choses qui remplacent du coup des pilules qui ont tourné au rouge et qu'il a ensuite rechangé, etc. J'imagine que c'était quand même un mode de fonctionnement qui est basé sur sa préparation pour aujourd'hui, etc. Comment fonctionnerait un utilisateur qui découvre la solution ou qui se lance pour la première fois pour ses créations de visualisation? Alors, s'il est extrêmement fort, il va directement faire comme ça. Maintenant, lorsqu'on découvre l'outil, typiquement, en fait, il y a plein de façons de créer un graphique sur Tableau Software et la plus facile, la plus facile, vraiment, c'est celle à laquelle on va facilement accéder quand on va découvrir l'outil. C'est ce qu'on appelle le bouton Show Me. C'est ce que vous voyez en fait tout en haut à droite sur son écran. Il y a quelque chose qui s'appelle Show Me avec un petit logo. Là, merci Simon de l'avoir ouvert en même temps. Ça, en fait, c'est une bibliothèque de graphiques qui sont en fait un certain nombre de graphiques de base. Et j'insiste sur le fait que ce sont les graphiques de base qui sont disponibles. Et en fait, on va pouvoir créer ces graphiques simplement en allant sélectionner les données qui nous intéressent, le graphique qui nous intéresse. On aura également un certain nombre de propositions qui seront faites par Tableau. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir, même pas en faisant du drag and drop, simplement en sélectionnant les données qu'on veut, quel graphique on veut, on va générer automatiquement ce graphique-là. Ça, c'est génial pour 2 raisons. La première, c'est parce que ça permet de faire très rapidement certains graphiques. Et la deuxième, c'est que ça permet de regarder, une fois que l'on a choisi le graphique qui nous intéresse, comment est-ce que Tableau a placé les différents éléments dans l'interface pour comprendre comment générer ce graphique la prochaine fois, peut-être de manière un peu plus rapide, comment le personnaliser, parce que c'est vraiment la force de Tableau là-dessus, c'est qu'on a des graphiques de base, mais c'est un monde relativement ouvert dans lequel on est toujours libre d'être créatif et de créer un graphique sur mesure.
Bon, super. Merci en tout cas pour ces réponses, Maxime. Ce que je propose, c'est qu'on laisse de côté Tableau pour l'instant. On y reviendra bien sûr tout à l'heure. Et on passe la main à Julien pour Merci, une Martin. introduction. Je t'en prie, Maxime, pour une introduction du même ordre pour la suite Power BI et les solutions que propose Microsoft à ce niveau. Oui, tout à fait. Merci Martin. Donc, alors Power BI, donc effectivement, c'est l'outil de Microsoft avec une sortie officielle en 2014, une sortie pour répondre justement à cette demande toujours croissante de visualisation et d'analyse de la donnée. Depuis 2014, Power BI est en constante évolution. Il y a une release qui sort tous les mois avec des fonctionnalités toujours plus dingues les unes des autres. Et notamment une des dernières qui est sortie au mois de juin ou au mois de mai, maintenant je ne sais plus exactement, c'est la possibilité de rajouter l'analyse de sentiments dans la partie préparation de données. En utilisant du coup les services Azure, puisqu'on est dans un écosystème Microsoft. Alors, l'écosystème Microsoft, pardon, je me permettais juste de poser la question. Beaucoup de personnes qui pensent à Microsoft vont penser à SQL Server, à Power BI, à Excel, à Azure. Comment naviguer là-dedans et savoir quelle solution déployer? Alors effectivement, comme on est dans l'environnement Microsoft, on va bénéficier, on va dire, de toute la force des outils de l'entreprise, que ce soit au niveau base de données, au niveau préparation de données, au niveau visualisation et au niveau cloud également, tous les services disponibles sur le cloud. Alors il faut savoir que Power BI s'intègre en fait dans la suite Power Platform de chez Microsoft, qui inclut en fait Power Apps, Power Automate et Virtual Agent. Donc voilà, donc tous ces outils ensemble en fait vont nous permettre vraiment d'analyser la donnée, de l'enrichir et d'aller vraiment au plus profond des différentes analyses. Alors pour faire un petit focus sur Power BI et sur l'écosystème et les différents outils qu'on va pouvoir trouver justement autour de Power BI et du coup faire aussi le pendant de Tableau sur cette partie-là. On va également, tout comme Tableau, retrouver un desktop qui va nous permettre de créer nos visualisations. Hein. C'est l'outil sur lequel Julien Houdy est en train de travailler. On va également trouver un environnement serveur, cloud et on-premise, qui vont nous permettre de partager du coup ces différents éléments visuels, ces différents dashboards. Associé à ça, on a la partie mobile également pour publier et visualiser des rapports sur un environnement mobile. Très bien, je pense qu'après cette petite introduction, on va faire le même effet de transition avec la visualisation qui est créée actuellement par Julien Audil. Et est-ce que Julien Larcher, peux-tu nous commenter ce qui est en train de se passer à l'écran et ce qu'est en train de réaliser Julien Audil? Et oui, exactement, on est l'équipe des Juliens et je pense que deux Juliens, vaut mieux deux Juliens que un. Bref, sans commentaire. Donc, sans commentaire. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Donc, du coup, là, effectivement, Julien travaille sur une fenêtre. Donc, Martin, tu l'as présenté effectivement tout à l'heure. On est parti sur un template. On va pouvoir, effectivement, dans Power BI, utiliser et créer nos propres templates. Ce qui va du coup être assez facile et rapide du coup de créer, de réaliser un visuel rapidement sur la base d'un document déjà réalisé. Par exemple, pour une entreprise, on pourrait déjà avoir un modèle de créer et le réutiliser dans plusieurs situations en tout cas, sans avoir besoin de le recréer systématiquement. Donc là, c'est ce que nous avons fait. Alors, il faut savoir que la communauté aussi Power BI est très importante. On va pouvoir télécharger ce type de template. Hein. Il y a des sites qui existent. Il y a des templates qui vont être gratuits, des templates qui vont être payants. Mais on peut également en créer si on a une âme de créateur, de designer dans Power BI. Alors, on voit un mode de fonctionnement un peu différent, si je puis me permettre, avec ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai l'impression que tout ici se crée sur la même page. C'est bien le cas? Alors, pas tout à fait, puisque là, Julien est sur une page de détail de la donnée.
puisque là, on va aller vraiment analyser l'information au niveau des compagnies, au niveau des secteurs, hein, également des secteurs, des différents secteurs des entreprises. Donc, on va avoir une première page qui va avoir, dans laquelle on va avoir les données globales, une vision globale des données, pour pouvoir justement ensuite aller dans le détail de ces données. Et c'est la page qu'on est en train de voir ici, où effectivement Julien a positionné différentes visualisations, un bar graph, un tableau de Sparkline, pour justement analyser les différentes valeurs boursières des entreprises. D'accord. Donc là, oui. Vas-y, tu peux continuer. Non, donc non, je voulais simplement effectivement dire que là, on avait une partie, donc les différentes visualisations qu'il a rajoutées font partie. Donc là, sur la droite de l'écran, on a une section visualisation qui regroupe du coup les différents types qui sont disponibles par défaut. Il faut savoir du coup qu'on a la possibilité d'en rajouter. Donc de rajouter des composantes visuelles qui ont été créées par la communauté ou par des entreprises pour justement enrichir ces types de visualisations. Ces visualisations sont prêtes à l'emploi, je dirais. On a juste à les choisir et ensuite à les enrichir, à les compléter avec les données qu'on voit dans notre modèle de données. Et ici à l'écran, on voit sur la partie droite. D'accord. Même question que j'avais posée tout à l'heure pour Tableau. Là, on voit effectivement quelque chose qui a été préparé. Du coup, on est plutôt sur l'optimisation de temps et on veut aller vite pour ce live. Mais un utilisateur qui prend en main Power BI pour la première fois, comment va-t-il procéder pour prendre la donnée en main, l'analyser et puis construire ses premières visualisations? Alors, comment est-ce qu'il va faire? Alors, c'est vrai qu'on est déjà dans un environnement Microsoft. Donc, on va dire que l'environnement, l'interface ressemble un petit peu à ce qu'on peut connaître dans les autres outils Microsoft. À partir de là, en fait, l'utilisateur pourra sélectionner un visuel. S'il a une analyse de données à faire dans le temps, par exemple, il pourra prendre un graphique en ligne, pourquoi pas, et y associer directement les données qu'il veut analyser. En sélectionnant justement les champs sur la partie droite et dans le modèle de données. Très bien. Parfait. Donc, on voit bien quand même l'avancement du travail de Julien Houdy. Je propose peut-être, Thomas, de laisser les deux candidats avancer tranquillement pour ce dernier quart d'heure. Tout à fait. Alors, on va juste faire une petite vision parallèle, hein, si ça te dérange pas. Comme ça, on voit un peu le travail des deux. Donc, on voit actuellement que, en effet, la construction sur Tableau Software ou sur Power BI est un peu différente. Mais en tout cas, le résultat final, vous allez le voir dans environ 14 minutes. Donc, restez avec nous et on va repasser avec les spécialistes pour continuer le sujet concernant la comparaison de ces deux solutions. Alors, j'aimerais justement aborder une thématique qui a été mentionnée séparément par les deux côtés, qui est la notion de communauté. Et je pense que c'est un élément qui est essentiel à la fois au sein de l'organisation, mais au-delà, pour le partage, pour améliorer le savoir-faire, etc. Comment est-ce que ces solutions... quelle est leur stratégie de mettre les utilisateurs au centre de la démarche autour de la visualisation de la donnée, mais de la donnée au sens plus large? Peut-être commençons par la communauté Tableau Software. Ok, merci. Alors oui, c'est certainement une des grandes forces de Tableau, c'est certainement sa communauté. Il faut savoir que la communauté Tableau, c'est un environnement où il fait bon vivre déjà, parce que c'est une communauté qui est extrêmement active et qui est très bienveillante. Alors bon, je me suis permis d'ailleurs de parler un peu communauté Tableau ici en mettant un t-shirt de certifié, parce que là, par exemple, en fait, on est en train de vivre le mois des certifiés Tableau, donc il est temps de communiquer sur l'accès à la certification, ce que ça nous a apporté, etc. On est un bon nombre de certifiés chez Activision, donc je profite pour aussi dire qu'on fait partie de cette communauté-là. Mais la communauté Tableau, qu'est-ce que c'est? Typiquement, en fait, elle est organisée en programmes. Donc, il y a certains ambassadeurs, il y a des gens qu'on appelle des Zen-masters, il y a des gens qu'on appelle des tableaux ambassadeurs, il y a des gens qui sont responsables de faire vivre la communauté à la fois sur
sur plusieurs environnements. On a quelque chose qui s'appelle Tableau public. Ça, c'est vraiment la vitrine principale de la communauté Tableau. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement un environnement 100% gratuit, ouvert, sur lequel tout le monde est libre d'accéder à une version gratuite dédiée à Tableau public de Tableau Software, sur laquelle on va pouvoir travailler sur des données qui sont obligatoirement publiques parce qu'on va les publier sur un environnement public, et sur lequel en fait on va pouvoir accéder à une galerie de visualisations qui sont créées et alimentées par l'ensemble des personnes de cette communauté-là. Alors j'ai vu d'ailleurs dans le chat de l'événement qu'il y avait des personnes assez actives dans la communauté française qui sont présentes. Il faut savoir que cette communauté-là, comme je disais, elle est très bienveillante, elle est très active, donc sur Tableau public, sur Twitter, sous les différents forums, parce que c'est également très facile d'obtenir des réponses en posant des questions sur les forums Tableau. Si vous ne trouvez pas, et moi personnellement, ça m'arrive maintenant très rarement, si vous ne trouvez pas la réponse à votre question sur le forum, posez une question et vous verrez que vous aurez une réponse en général dans la journée, il y a quelqu'un qui vous a répondu. Donc ouais, non, c'est une communauté qui est très vivante. Il y a aussi tout un tas de challenges auxquels on peut participer. Je vais m'arrêter là parce que sinon Julien n'aura plus le temps de répondre. Il nous reste 10 minutes, hein, messieurs. Alors, transitons du coup, Julien, pour parler de la communauté Microsoft. La communauté Microsoft, oui. Alors, je ne sais pas si je dois vraiment m'étendre sur la communauté Microsoft. Effectivement, Microsoft, tout le monde connaît. Je n'étais pas né quand Microsoft a été créé. Donc voilà. Maintenant, plus sérieusement, sur la partie Power BI, sur la partie visualisation, on a également une communauté très importante, Power BI Community, dans laquelle on va pouvoir retrouver des exemples de visualisation, des partages que les utilisateurs vont faire, des exemples de ce qui est possible de faire avec Power BI, et c'est effectivement assez intéressant. Tout à l'heure, j'ai parlé rapidement de la bibliothèque de visualisation qui était également disponible. C'est une bibliothèque qui s'enrichit tous les jours. Et on va même pouvoir, si on est développeur, on va pouvoir créer nos propres visualisations, justement pour personnaliser peut-être un petit peu plus nos rapports et nos analyses. On va non seulement pouvoir les créer, mais on va pouvoir les partager, que ce soit les partager au sein d'une entreprise ou même les partager en mode public pour que tout le monde puisse y avoir accès. Super, et merci à tous les deux pour cette introduction aux communautés. On parlait de certification aussi et de partage de contenu. Donc, si vous avez vocation d'aller vers ce genre de choses, donc à ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à vous inscrire aussi à des formations. Nous proposons cet été un Summer School chez Activision, donc de la formation à distance par module, à la fois sur Tableau et Power BI. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site et notre fil LinkedIn pour toute information autour de cela. Ça se fera sur la deuxième quinzaine d'août et la deuxième quinzaine de septembre. Très bien, je propose Thomas qu'on regarde de nouveau ce qui se passe côté de la création visuelle. Eh ben écoute, c'est parti Martin, on va repasser avec Simon et Julien. Vous nous entendez normalement et vous pouvez vous exprimer. Oui. Voilà, vous êtes en live. Comment ça se passe? Il vous reste moins de 10 minutes là. Ouais, j'ai vu ça sur le compteur tout à l'heure. Ça devrait aller normalement. Ça devrait aller. Ça devrait aller, ouais. Donc n'hésitez pas à rester 10 aussi, minutes de réalisation encore de la part de Simon et Julien, et après chacun d'entre eux va nous présenter sa visualisation, une sur Tableau Software et l'autre sur Microsoft Power BI. Bon, on voit en tout cas que ça avance plutôt bien et qu'on arrive à des choses très pointues des deux côtés. Voilà. Maxime, tu avais un point que tu voulais peut-être préciser. Ouais, j'en profite simplement pour rebondir sur l'écran en fait que vous voyez sur Simon, donc côté gauche chez Tableau. C'est un cas assez intéressant en fait. Ce que vous voyez, c'était que on a deux courbes en fait, et ces deux courbes semblent se suivre. En fait, ce qui se passe, c'est que Simon là vient en quelques clics de transformer une valeur qui était juste en fait la valeur des titres en fonction du temps et pour chacune des dates. Il vient en fait de la lisser en utilisant ce qu'on appelle un calcul de table et en fait d'y appliquer un calcul mobile. Donc en fait, il fait une moyenne mobile sur 50 jours, qui est quelque chose qui est relativement utilisé dans le domaine boursier, parce qu'en fait justement, quand on va comparer ces deux courbes entre elles et quand elles vont s'intersecter, on va être capable d'identifier potentiellement des tendances sur lesquelles on va avoir en fait, on va pouvoir identifier qu'on va avoir une tendance bientôt à la hausse ou à la baisse, etc. C'est une très belle transition sur quelques règles de bonne pratique de visualisation. En
30 secondes, Maxime, est-ce que tu peux nous expliquer quelques règles d'or à respecter lorsqu'on crée de la visualisation de données, justement? Oui, sans problème. Alors, je le dis toujours, et je pense que je suis clairement pas le seul à dire ça, mais la première des règles, c'est d'avoir des données de qualité. C'est d'avoir des données en lesquelles on a confiance, que l'on a validées et dont on est certain. Ensuite, oui, bien sûr, il y a un certain nombre de règles qu'on va respecter quand on va créer une visualisation de données. La première, c'est de ne pas mettre trop d'éléments, de limiter un petit peu les différents éléments qu'on va représenter, de suivre également un sens de lecture qui soit naturel en fonction de la zone géographique et de la langue que l'on parle. On va essayer de suivre un sens naturel de lecture pour les différents utilisateurs. Et ensuite, on va travailler sur ce qu'on appelle notamment les attributs préattentifs. En fait, comment est-ce qu'on va représenter l'information pour qu'elle soit intelligible? Donc, travailler avec une bonne utilisation de la couleur qui n'est pas là pour de la cosmétique, mais qui est là pour transmettre un message, avec une bonne utilisation des tailles, des positions, etc. Faire en sorte, bien sûr, d'avoir un résultat qui soit homogène et de travailler ce qu'on appelle le data ink ratio, c'est-à-dire faire en sorte de maximiser le niveau d'encre qu'on utilise, c'est-à-dire ce que l'on représente comme information, et la donnée réelle qu'on représente, c'est-à-dire enlever toutes les fioritures, tous les traits inutiles, etc. On peut en parler pendant 2 jours, mais je vais m'arrêter là. Tout à fait. On n'a pas 2 jours, donc on va s'arrêter là. Mais tout au début, tu as dit quelque chose qui m'interpellait, c'était sur la qualité de la donnée en amont. Et justement, il y a un traitement à y appliquer pour arriver à de la donnée qualitative. Julien, est-ce que tu as quelques recommandations sur cet aspect-là? Alors, quelques recommandations, je ne sais pas, Martin, mais oui, je pense que quand on parle de préparation de données, on va parler essentiellement d'extraction, de transformation et de chargement, ou d'extraction, de chargement et de transformation selon le cas. Donc, voilà, je pense que pour une bonne préparation de données, il faut déjà comprendre la donnée qu'on utilise, qu'on manipule. Et ensuite, effectivement, devoir la nettoyer pour justement accéder, la nettoyer, la préparer, l'enrichir dans certains cas, pour justement pouvoir ensuite accéder à des visualisations, ou en tout cas donner la possibilité à des utilisateurs d'utiliser une donnée qui est claire et préparée et simple d'utilisation. Et cette notion, Thomas, je relève un point, et c'est une idée pour un prochain live de faire ce comparatif entre une solution d'intégration, chargement, transformation et intégration, transformation, chargement. Tout à fait. N'hésitez pas en tout cas à nous dire dans le chat si vous êtes intéressé par cette thématique. Ça sera avec plaisir qu'on vous fera un focus en tout cas sur ce qu'on appelle plus couramment avec l'acronyme les ELT et les ETL. Voilà. Tout à fait. Et si je crois qu'on a bien fait la bonne transition. Si vous avez d'autres sujets sur la data, n'hésitez pas. Il nous reste moins de 4 minutes, moins de 5 minutes, pardon. Donc, ok, alors ce que je propose, c'est que je donne 1 minute à chacun des spécialistes pour nous parler de 3 fonctionnalités. Alors si vous y arrivez en 1 minute, sinon Maxime notamment, je te limite à 2. Les 3 fonctionnalités que vous préférez sur les solutions que vous représentez. Maxime, on commence par toi, comme ça on peut rattraper le retard que tu nous fais prendre. Ça va très bien se passer, je vais juste commencer par prendre une grande respiration. Voilà. Non, on va tout faire en apnée. Simplement, si je dois me limiter à 3 fonctionnalités, je vais faire un choix qui est un choix relativement personnel et un peu affectif aussi, mais le premier que je vais citer, c'est l'ensemble en fait des actions qu'il est possible de paramétrer dans Tableau Software. Il y a tout un tas d'actions qui sont disponibles qui vont permettre de mettre en place de l'interactivité, et ces actions en fait permettent de faire des choses qui sont extrêmement complètes. On va parler d'actions de filtre, d'actions de paramètres, d'actions d'ensemble. C'est des trucs relativement techniques, mais qui permettent d'avoir un outil qui a une extrême flexibilité. Ensuite, je ne vais pas m'attarder trop, du coup, faut que tu ailles on va parler plus vite. Cartographie. On pourra revenir sinon. Tableau, et c'est quelque chose sur lequel ils n'arrêtent pas de progresser. Et enfin, pour finaliser, je vais parler de ce qui arrive dans le futur, parce que c'est déjà notamment dans les versions bêta. Tableau met vraiment le paquet au niveau des nouvelles fonctionnalités et de nouvelles fonctions prédictives qu'ils sont en train d'implémenter. Donc ça, c'est un très bon signe pour le futur. Très bien. Julien. Oui, alors moi sur Power BI, les 3 fonctionnalités principales que j'apprécie particulièrement, déjà c'est la partie préparation de données dans Power BI, la partie modélisation de données, où on va pouvoir faire des choses compliquées assez rapidement finalement. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, c'est la bibliothèque de visualisation qui est disponible. Donc, voilà, on va pas perdre de temps entre guillemets à construire des graphiques. On va tout de suite choisir le graphique qu'on veut voir pour visualiser la donnée.
On a bien sûr des personnalisations qui sont disponibles dans chacun de ces graphiques, mais voilà, c'est quelque chose de très pratique et de très facile à utiliser. Et je dois dire que c'est dans beaucoup de situations, c'est pratique. Et enfin, pour parler un peu plus technique aussi, la partie DAX, qui est le langage, on n'en a pas encore trop parlé jusque-là, mais la partie DAX, qui est le langage ou la syntaxe utilisée pour créer des champs, pour enrichir la donnée, pour créer des champs dans Power BI, ou particulièrement les fonctions temporelles qui nous permettent de faire des analyses assez poussées et du coup facilement dans les champs calculés. Alors, je vais me permettre de t'interrompre, Julien. On va passer, on va vous retrouver Maxime et Julien tout à l'heure après pour commenter notamment et pour continuer en tout cas à avoir le visuel définitif de chacun de nos candidats. Et on va passer directement avec Martin sur les différents candidats. Donc Simon, Julien, pardon, vous êtes en live, vous avez plus qu'1 minute 47. Pour tout réaliser, on vous voit à l'écran, on voit vos visualisations, préparez-vous, c'est bientôt la fin. Et Martin, si tu souhaites commenter. C'est le grand silence. C'est le grand silence, le petit moment de stress. Je suis concentré. J'ai envie de dire que Julien m'a l'air serein, ce qui est plutôt bon signe. C'est plutôt rare. Voilà. Simon est encore en train de finir quelques détails sur ses actions de filtre, pardon, sur son tableau de bord. Donc Maxime a parlé de ces fonctionnalités-là tout à l'heure. Donc on voit les dernières petites modifications qui sont faites à ce niveau-là. Mais voilà, côté Julien, je crois que tout est bon, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et donc là, nous arrivons sur la dernière minute avec une musique épique derrière pour finaliser ces dernières secondes. Donc on voit des actions de filtre du côté tableau. On voit que ça navigue du côté Power BI pour vérifier notamment l'affichage, donc quelque chose de plutôt visuel. Voilà, et on voit les derniers petits détails qui sont réglés de part et d'autre. Ça va, Simon, tu t'en sors? Tu m'as l'air vraiment concentré. Oui, très bien. Je te déconcentre, je suis en train de vérifier. Non, mais pas de souci. Je vérifie un petit peu le tout pour pas laisser des choses qui seraient pas forcément très esthétiques. D'accord. Globalement, j'ai l'impression que je suis sur la fin. Alors, tu es content de ce que tu as fait? Plutôt content, oui. Restez avec nous. Dans environ 10 secondes, nous allons stopper la réalisation et passer aux présentations spécifiques de chacune des deux solutions, Tableau Software et Microsoft Power BI. 3, Attention, 2, 1. C'est terminé, on arrête, on lève les mains. Et déjà, super. Félicitations pour ce défi de 45 minutes, en tout cas, sur ce sujet de la bourse. Bravo à tous les deux. Merci. Bravo Merci beaucoup. et merci pour ce travail qu'on aura l'occasion de présenter en détail dans quelques secondes. On va vous laisser souffler un tout petit peu avant de se lancer dans le Judgment Time. Exact, Martin, le Judgment Time. Donc là maintenant, vous étiez avec nous. Alors j'ai vu une centaine de personnes qui nous a rejoints durant ce live. On vous remercie d'avoir patienté en tout cas pour arriver à ce moment de jugement où on va présenter les deux visualisations et mettre en avant en tout cas ces différents éléments. Alors, pardon, j'ai dû chercher une pièce pour savoir qui on allait faire en premier. J'avais oublié la pièce, voilà. Des choses que je pensais organiser, voilà. Alors je suis désolé, j'ai pas de parti pris, mais c'est un badge tableau, hein, voilà, de partenaire. Bon, c'est ce que j'ai. Donc on va dire la partie tableau, ce sera tableau, la partie derrière, ce sera Power BI, et on va dire qui part en premier. Hop, voilà, c'est Power BI. C'est Power BI. Donc je vais revenir. Alors, c'est prêt. T'es prêt, Julien? On va commencer par toi. Bon, donc. je suis prêt. Écoute, je vais te mettre en full screen et puis on va se taire avec Martin pour une fois et on va te laisser nous présenter ton résultat. Ça marche. Du coup, j'ai le plaisir de vous annoncer que je crois qu'il n'y a pas eu de souci et que tout fonctionne très bien. Donc, je suis assez content sur ce point-là. J'ai pas eu le temps de faire de test, mais a priori, on va faire le déroulement ensemble. Donc, on est ici sur une première page. Disons, d'introduction, où on va retrouver un premier graphique ici qui nous propose l'évolution des indices boursiers. Donc, ce n'est pas un indice officiel, c'est simplement, comme vous l'a expliqué Julien, la valeur de l'action qui est pondérée par le poids indiciel des entreprises.
Donc ce point indiciel, théoriquement, évolue en fonction du temps, puisqu'il est calculé à partir de certains paramètres comme le chiffre d'affaires des entreprises, le nombre de salariés, la capitalisation boursière. Donc nous, ce qu'on a pu faire, on n'a pas pu récupérer d'historique, de mon côté. Et donc je suis parti sur les points indiciels les plus récents. Donc là, on peut voir ici dans un visuel qui s'appelle un trimap, qui sont répartis sous forme de rectangles qui déterminent en fait leur poids. Donc là, on a les biens de consommation, par exemple, et on peut voir qu'on a ce qu'on appelle un tooltip qui nous permet d'avoir un résumé en fait de la courbe et de l'évolution de l'indice pour la catégorie sélectionnée. Si on va par exemple dans le secteur de la santé, on voit que ça n'a pas été particulièrement impacté. Donc voilà. Et sur la partie en bas à gauche, on a un graphique qui nous propose l'évolution du chômage pour la France et les US. Donc on peut jouer avec la granularité et accéder à un niveau de détail plus bas. On va voir l'évolution mois par mois et on constate que pour le mois d'avril, depuis mars, on a eu une hausse énorme du côté des US, un peu moins du côté de la France. Mais disons qu'on peut observer effectivement une baisse à partir de, disons, février pour les indices boursiers qui est, je dirais pas corrélée avec le chômage, car les deux éléments sont plutôt la conséquence d'une crise financière globale, disons. Mais on voit qu'effectivement, il y a eu une tendance à la baisse ici et à la hausse ici. Sur la partie gauche de la page, on a différents filtres qui nous permettent de jouer avec la durée, de choisir un territoire en particulier et un résumé de secteur d'activité qu'on a sélectionné ici. Enfin, sur la partie en haut, on a un bandeau avec deux KPI, ce qu'on appelle des KPI dans le jargon, ce sont des indicateurs. Donc on a ici l'indice CAC 40 au 1er avril, donc qui est le dernier jour de la date qui est filtrée ici. Pareil pour le CAC 40. Et on a une évolution en fait avec un pourcentage par rapport au 31 mars, donc le jour précédent en fait. Donc si là par exemple je vais sur le 19 décembre, on va avoir l'indice le 19 décembre avec une variation par rapport au 18 cette fois. Admettons que maintenant je souhaite accéder à un détail un peu plus important et avoir le détail des indices boursiers par entreprise. Il me suffit en fait de choisir un point sur cette courbe et je vais passer des filtres en fait en argument. Donc là, si je prends par exemple le mois on va prendre plutôt l'année 2020. Si là je clique sur l'année 2020, je peux accéder aux détails pour le CAC 40. Et on va arriver sur une nouvelle page où on va avoir du coup donc, du 1er janvier au 1er avril 2020. Car oui, je ne sais pas si vous l'avez abordé, les données les plus récentes qu'on a pu avoir sont jusque fin avril, début avril. Mais ça nous permet quand même de voir certaines choses intéressantes. Donc on retrouve en haut de la page ce qu'on appelle un graphique à barres. On va avoir le point indiciel cette fois par entreprise. Donc on a Louis Vuitton, L'Oréal, Sanofi, etc. Sur la bas de la page, on a un graphique assez intéressant puisqu'on a ce qu'on appelle une spark line, en fait, une courbe de tendance, où on va avoir en fait l'évolution de la valeur de l'action sur la plage de date en fait qu'on a sélectionnée. Donc du 1er janvier au 1er avril, avec ici l'évolution par rapport, donc sur la dernière date par rapport à la première date. Donc on voit par exemple pour Accor Hôtel, donc dans le tourisme, on a eu une baisse de 40% depuis le début 2020. Si on veut sélectionner une entreprise en particulier, il nous suffit de cliquer en fait sur ce graphique-là. Et on va pouvoir filtrer en fait l'ensemble des visuels de la page. Et donc on aura sur la droite par exemple l'historique complet des actions L'Oréal depuis le 2 janvier jusqu'au 1er avril avec l'évolution, la variation jour par jour en fait entre le prix de l'action à la fermeture et le prix à l'ouverture, avec un code couleur qui nous permet de voir assez rapidement s'il y a eu une évolution positive ou bien négative. J'ai envie de prendre un autre exemple, si j'ai encore un peu de temps, Martin. Oui, vas-y. Ah, Martin, nous ne t'entendons plus. Oui, vas-y, tu peux. Admettons que là, je souhaite, par exemple, voir le détail pour les industries, ou pour la santé, disons. Donc, il suffit de cliquer à un endroit sur ce trimap et de faire la même manipulation qu'avant. Donc là, cette fois, je vais prendre, disons, le Dow Jones. Tac. Ouais, je suis désolé. En fait, non, du coup, non, à mon avis, je n'ai pas d'entreprise dans le secteur de la santé sur mon dataset Dow Jones 30. Donc, on va partir sur le CAC 40. Très bien. Et en fait, on va toujours se l'effet rendre du live. Hein. compte- Ouais, c'est toujours L'effet du live. Alors,
Nous à allons de fait. toute façon avoir plein de questions pour toi, Julien, par la suite. Dans Ouais, le j'imagine. chat, il y a pas mal de questions, donc n'hésite pas sinon à passer et on passera après sur Ouais, d'autres bah, fonctionnalités je plus vois qu'il y a ouais, Et, quelques. je crois que Ouais, on va. Julien Larcher voulait réagir. Alors, si Julien Larcher veut réagir, on va le mettre. Alors, je te coupe, Julien Odile, là, très rapidement. Ouais, je t'en prie. Pas Et de je souci. passe sur Monsieur Larcher. Monsieur Larcher, vous êtes en ligne. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé en fait, donc non, en fait, je voulais juste compléter un petit peu effectivement ce que Julien vient de nous dire, notamment pour la partie exploration dans le détail de la donnée. Donc là, effectivement, on a vu qu'il avait sélectionné un point sur la courbe pour ensuite cliquer sur un bouton. Il y a plusieurs possibilités hein, pour accéder au détail d'une donnée. Il y a cette possibilité-là qu'on vient de voir. On peut également faire un clic droit sur la courbe et choisir une option pour aller dans le détail de la donnée. Mais on va pouvoir également, et comme on l'a vu là dans cet écran, cliquer par exemple sur une valeur dans le bar graph en haut pour ensuite filtrer l'ensemble ou en tout cas les graphiques qu'on aura sélectionnés dans le rapport, justement pour contextualiser en fonction de l'analyse qu'on veut faire. Vraiment permettre à l'utilisateur de simplement analyser, en fait, d'avoir l'analyse et de valoriser en fait son analyse avec des actions très simples. Tout à fait. Très bien. Thomas, du coup, comme il y a des questions côté, est-ce qu'il y a des questions côté Alors c'est des questions commentaires plutôt et générales, hein, je pense. C'est des questions donc plus générales, donc on va en parler à la fin. Très bien. Je vais remettre avec donc Simon et Julien. Vu que c'est des questions qui concernent un peu la comparaison entre les deux solutions, on va plutôt les reprendre à la fin une fois qu'on a fait la présentation avec Simon. Aucun souci, et du coup on fera aussi une petite partie entre les deux sur quelques questions business et cas d'usage qu'on pourrait avoir qui ne sont pas dans de la construction de visualisation, mais utilisation de la solution avec le dataset pour répondre à des questions voilà, qui peuvent arriver tous les jours en travaillant avec un jeu de données de ce type. Très bien, et bah écoute, Simon, es-tu prêt? On va passer à toi. Donc Oui. là, restez avec nous, nous allons passer à la visualisation tableau software, et c'est parti. Alors, mon approche a été de partir d'informations très générales pour aller plus dans le détail lorsqu'on descend sur ce tableau de bord. Donc, j'ai commencé par des informations globales justement donc, sur le CAC 40 et sur le Dow Jones, sachant que ce ne sont pas les valeurs comme on peut retrouver dans les indices boursiers en termes de points. Ce sont les sommes des valeurs des différentes entreprises qui composent ces deux marchés qui sont le CAC 40 et le Dow Jones. Donc, on peut voir donc, la valeur au dernier jour sélectionné que l'on peut filtrer ici avec le filtre de date. Je vais juste te couper parce que on a un petit problème technique apparemment, mais d'affichage, mais ça a l'air de revenir là en tout cas. Tu étais freeze, donc on s'excuse pour ce petit freeze, ça fait partie du live, hein, les connexions internet malheureusement, ce n'est pas nous qui les faisons. Mais là, est-ce que tu nous entends, Simon? Oui, mais ça va freezer, donc je t'invite à rester en non full screen et en tout cas à continuer maintenant la présentation. Oui, d'accord, très bien. Alors, excusez-moi. Donc, pour continuer, pour aller un peu plus dans le détail, sachant que là, les deux visualisations que je vous ai montrées étaient générales et sur la journée même et la veille. Il peut être intéressant aussi de faire une analyse plus lointaine, donc sur la semaine précédente, enfin par rapport à la semaine précédente, par rapport au mois précédent, par rapport même au semestre précédent. C'est donc ce qu'on voit ici, les performances des meilleures entreprises par rapport au mois précédent. Donc on peut voir ce classement en top 3. De la même manière, j'ai pris un top 3
pour montrer les meilleures entreprises, enfin, les entreprises qui ont le mieux performé par rapport à la veille et qui ont le moins bien performé aussi par rapport à la veille, parce que ça peut être intéressant de voir le top comme les flops des entreprises en termes de performance. Donc on peut voir ici le pourcentage de différence par rapport à la valeur de l'indice de la veille. Et de nouveau, de la même manière que pour les deux premières visualisations, une coloration en bleu ou en rouge si la performance par rapport à la veille était moins bonne ou meilleure. J'ai aussi trouvé intéressant de faire une corrélation justement par rapport à cette période de Covid entre les valeurs des indices boursiers et le chômage qui, on peut le voir, a été très impacté par cette période de Covid, notamment aux États-Unis, parce qu'on a eu un bond de 4,4% de chômage à 14,70% sur la période de fin mars à début avril. On peut voir aussi qu'il y a eu une augmentation du chômage en France, mais qui est beaucoup moins importante que celle qu'on peut observer aux États-Unis. Et finalement, pour clôturer ce tableau de bord, j'ai voulu aller plus en détail dans la visualisation des entreprises, notamment, et de leurs indices, de la valeur de leurs indices, en offrant la possibilité à l'utilisateur de sélectionner une catégorie parmi les catégories existantes dans le dataset. Donc là, en l'occurrence, on est dans l'industrie et les deux entreprises sélectionnées sont... on peut également venir dans la liste des valeurs, sélectionner n'importe quelle autre entreprise dont on voudrait avoir l'affichage de cette évolution indicielle et ainsi pouvoir comparer les différentes entreprises entre elles. Et comme l'a dit tout à l'heure Maxime, on voit donc la valeur de l'indice à l'instant, au jour même, mais aussi un lissage sur 50 jours qui est très utilisé dans le monde boursier pour analyser des tendances et prévoir l'avenir. Et enfin, je propose un dernier graphique qui est très utilisé aussi dans le monde boursier, qui est un candle chart qui permet d'afficher les valeurs maximales pour la journée, ainsi que la valeur de l'indice à l'ouverture et à la fermeture. Et également ici de comparer de nouveau Airbus et Boeing pour pouvoir comprendre les différences entre les entreprises. Et on peut voir la coloration aussi qui est importante. Rouge lorsque la valeur à la fermeture a été plus faible qu'à l'ouverture, et vert lorsque la valeur de l'indice était meilleure à la fermeture qu'à l'ouverture. Voilà. Super, merci beaucoup Simon pour cette présentation, très beau travail. Je propose de commencer avec toi pour les questions autour de la solution et de ce que tu as créé, et peut-être aussi poser d'autres questions sur des choses que tu n'as pas forcément créées et préparées en avance. Donc si on peut revenir peut-être Thomas sur cette visualisation-là pour les premières questions. Alors commençons par le bas et par quoi tu as fini, donc le candle chart. C'est quelque chose de relativement simple à comprendre une fois qu'on l'a expliqué, mais dans sa construction, est-ce que tu peux peut-être, en quelques mots, hein, je sais que ça peut être détaillé en large et en travers, mais en quelques mots expliquer comment tu l'as construit? Alors c'est très facile, je vais rentrer dans la visualisation pour... vous montrer. J'ai utilisé la somme, la valeur, la différence entre la somme du minimum et du maximum pour la barre grise et la somme entre la fermeture et l'ouverture pour les barres colorées, pour pouvoir avoir justement une différence de taille correspondante des boîtes par rapport aux valeurs des indices. Très bien. Et on va revenir du coup sur autre chose. Tu as montré un écart de chômage
sur deux courbes distinctes. Imaginons que l'utilisateur à qui tu présentes ceci souhaite pouvoir faire une comparaison des taux de chômage entre les deux pays. Comment est-ce que tu pourrais procéder? Alors, c'est très facile, hein. Il suffit donc de rentrer dans la visualisation. Et on peut voir ici que dans le champ des lignes, j'ai mon marché qui est mis pour subdiviser la visualisation. Donc, il me suffit juste de prendre ce marché et de le déplacer sur les détails, qui me permet donc d'avoir les deux courbes qui sont superposées. Et ensuite, je peux simplement rajouter une coloration pour avoir une meilleure distinction des deux courbes et pouvoir comparer directement sur le même graphique l'évolution du chômage sur la période, en l'occurrence du 11 décembre 2019 jusqu'à 29 avril 2020. D'accord, très bien. Et dernière question, mais là du coup un peu plus ouverte et qui ne se base pas sur ce que tu as créé visuellement. Tu arrives avec ce que tu as préparé et ce que tu as créé, et quelqu'un te dit, bah, moi en fait ce qui m'intéresse c'est de savoir, je sais pas, la valeur du titre Boeing par exemple entre, admettons, décembre 2018 et février 2020. Partant de rien, comment est-ce que tu ferais ça? Alors c'est très facile. Est-ce que je le réalise directement ou est-ce que simplement Si tu peux le faire en une minute, tu peux. Alors il me suffit simplement de créer une nouvelle feuille, d'aller récupérer l'indice. Alors là je vais prendre la fermeture parce qu'en général quand c'est pour des valeurs déjà passées, on utilise la fermeture qui est plus parlante. Je vais ensuite mettre simplement des filtres. Donc on a parlé donc, de Boeing. Si je prends les entreprises que je sélectionne Boeing qui se situe juste ici. Il me suffit ensuite de mettre un filtre de date. Donc là, c'est mon filtre de date de mon tableau de bord qui s'est intégré directement. Moi, je vais lui donner un filtre de date que je veux précisément. Donc, je sélectionne une plage de date et ensuite, il me suffit de sélectionner la plage de date souhaitée pour afficher la valeur. Donc là, en l'occurrence, c'est la somme, mais je peux aussi choisir de voir la valeur moyenne sur cette période. Donc, on peut voir que la valeur pour Airbus, pour Boeing, sur cette période était de $186. Et si on souhaite voir ça dans le temps, sur la période, à la semaine ou à la journée? Bien sûr, alors il suffit que je glisse la même pilule de date dans mes colonnes. J'affiche donc à la semaine ou au mois la valeur et je peux avoir ici donc la valeur moyenne sur les mois qui sont filtrés ici dans mon filtre. Très bien. Merci beaucoup Simon. Thomas, ce que je propose, c'est qu'on on repasse chez Julien côté Power BI. Ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas entendu. Et désolé, mais en effet, Simon, tu as eu quelques petits problèmes techniques liés à ta connexion. Malheureusement, ça fait partie du live. En tout cas, si vous êtes intéressé à avoir un peu plus d'informations concernant Tableau Software, les possibilités de cet outil qui est un des leaders de la data visualisation aujourd'hui dans le monde, n'hésitez pas à nous contacter avec Martin et avec Simon et on se fera un plaisir de vous faire une présentation privée en tout cas du logiciel et de ce case study. Effectivement, avec grand plaisir. Allez, on passe à Julien Houdy, côté Power BI. Donc, quelques questions aussi dans le même état d'esprit. Et j'aimerais, Julien, commencer par aussi quelque chose d'un petit peu plus loin dans ta présentation, qui était les Sparklines. Tu avais de mémoire une table avec plein de choses et des courbes qui étaient dedans. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé là, comment cette table est construite? Alors en fait, si tu veux, c'est... J'attends juste que ça charge. Mais ce visuel, en fait, est un composant de Power BI. Donc, il suffit de l'importer directement du marketplace. Donc, il est certifié Power BI, ce qui fait que généralement, il fonctionne très bien et il s'incorpore très bien dans l'ensemble des visuels. Et en fait, tu as différents paramètres que tu peux configurer. Donc, moi, j'en ai utilisé qu'une partie, mais j'ai utilisé par exemple les valeurs de comparaison pour pouvoir avoir cette évolution qu'on voit ici. Et pour ce qui est de la courbe de tendance, il te suffit de mettre en fait un champ de date et d'utiliser une mesure en fait, et il va automatiquement te calculer la tendance sur la base de cette mesure et de ta base de temps en fait. D'accord, donc c'est quelque chose que tu as récupéré de la communauté, hein, qu'on avait décrit tout à l'heure avec l'autre Julien, et que tu as configuré du coup ici.
Tout à fait, c'est exactement ça. Super. C'est aussi simple Ok. que ça. Parfait, merci beaucoup. Aussi sur l'évolution du chômage, pour rester d'équerre par Ouais. rapport à ce que j'ai demandé tout à l'heure. Si tu peux venir sur voilà, ta première page, tu avais une visualisation en barre qui comparait les valeurs d'années, enfin des pays pardon, par année Ouais. ou par mois en fonction du niveau de détail que tu fournissais. Très bien. Imaginons que tu veux voir cette évolution et comparer plutôt l'évolution de ton utilisateur souhaite plutôt que des barres, voire des courbes. Est-ce que c'est facile comme changement à opérer? Comment ça se passe? Ah bah, ça prend une demi-seconde, il me suffit de cliquer sur un visuel approprié. Donc, tu en as certains, tu as l'Aira Chart que j'ai utilisé pour mon premier graphique, pardon. Là, on peut simplement prendre un graphique en ligne et tu vas avoir cette évolution, un peu comme sur Tableau. D'accord. Et on a la même capacité de drill down ou drill up par rapport Oui, tout à à fait, la oui. granularité temps? Oui, tu peux jouer avec la hiérarchie en fait ici. Tu peux accéder au niveau de détail du jour. Bon, après, ça dépend de la table de date que tu as configurée. Moi, j'ai utilisé une date où j'utilise la granularité du mois, du jour et de l'année. Donc, je peux jouer sur ces trois niveaux en fait. D'accord. Et si on a d'autres granularités, du coup, ces autres niveaux sont disponibles dans le cadre de Tout à fait. l'analyse. Tout à Très fait. bien. Parfait. Également, pour rester d'équerre avec les questions que j'ai posées tout à l'heure, tu pars d'une feuille blanche et un utilisateur avec qui tu travailles te demande de trouver la valorisation boursière, par exemple, prenons Safran, sur une période donnée et veut voir l'évolution de la valeur de ce titre sur la période de juin 2018 à juin 2019. Comment tu procèdes? Bah, dans un premier temps, tu pars sur un visuel de table, je pense que c'est le plus approprié. Tu vas rentrer les valeurs de tes entreprises. Donc, il faut choisir la table. Je vais prendre mon champ compagnie. Je vais placer ici un filtre également, où je vais mettre dedans la compagnie. Hop, pardon. Tac. Donc là, on peut le paramétrer, hein. Je vais mettre plutôt en drop-down, c'est un peu plus visuellement attractif, on va dire. Et du coup, là, bah, je pense qu'on va prendre un peu comme a fait Simon la valeur de la fermeture. C'est effectivement ce qui est le plus pertinent. Et on va mettre aussi notre champ de date. Et du coup, il te suffit de choisir par exemple Airbus. Et tu vas accéder à l'historique d'Airbus. Tu peux même trier par date ici. Et donc, tu vas voir l'évolution, effectivement, enfin, les actions jour par jour pour Airbus, quoi. Donc, on pourra sélectionner dynamiquement la société qu'on souhaite regarder. Là, tu as pris Airbus, je peux demander Safran, je peux demander tout ce Ouais, qu'il y a pardon, là-dedans, en tu m'avais fait. demandé Safran, ouais, autant pour moi. C'est Oui, pas je peux grave. prendre n'importe quoi, ouais. Je peux prendre n'importe quoi, tout à fait. Safran est ici. Ok, très bien. Donc, c'est dynamique. Très bien, ça marche et ça répond à ma question. Merci beaucoup, Julien. Avec grand plaisir. Thomas, je propose éventuellement qu'on ouvre le débat aux Alors, questions que tu as eues oui, de tout la à fait. communauté. Alors, il y avait pas mal de questions. Je me les suis notées. On va essayer de faire le tour. N'hésitez pas à utiliser le chat. En tout cas, toujours, je suis toujours en train de le lire et de communiquer avec vous. On a eu plusieurs questions qui vont concerner à la fois Simon, Julien et Maxime. La première question, est-ce que on peut comparer très rapidement Power Query et Tableau Prep? Alors là, Du coup, je pense qu'on peut tous les deux ouvrir une nouvelle fenêtre avec Tableau Prep et alors, Power Query. si je puis me permettre, ça prendrait du temps, d'une part, et je pense que si on peut parler par contre des fonctionnalités, je sais que Julien se manifeste de l'autre côté pour pouvoir réagir. On va plutôt ouvrir ça aux experts et on pourra faire le sujet d'une présentation en mode live sur un prochain événement pour comparer les deux solutions de visu. En tout cas, oui, Très si bonne ça vous transition. intéresse, dites-le dans le chat. On vous fera un petit live exprès, en tout cas, pour ces informations data prep plutôt. Alors, on va passer avec Julien, qui est tout excité. Ça s'est vu quand j'ai sauté sur ma chaise ou pas? Donc, Power Query, Tableau Prep. Oui, alors simplement pour dire que effectivement les deux outils et les deux approches sont là pour préparer la donnée et de manière simple. Je vais parler de Power BI où effectivement là on est toujours dans un environnement Microsoft où on va retrouver
d'une part toutes les fonctions qu'on peut utiliser dans Excel, toutes les fonctions qui ont été enrichies ces dernières années et qui vont nous permettre justement de faire du nettoyage, de faire de la préparation de données et de manière très simple. À côté de ça, on a la possibilité, si on veut aller plus loin dans la préparation de données, on a la possibilité d'utiliser des fonctionnalités avancées pour justement nous permettre d'enrichir la source de données. Mais effectivement, on peut avoir cette comparaison Power Query et Tableau Prep pour la partie préparation de données, l'objectif étant le même. Maxime, pour compléter? Oui, exactement. Alors après, si je fais un petit focus Tableau Prep, alors j'aimerais beaucoup partager mon écran visiblement, mais on n'était pas prévu pour. Mais bien sûr, oui, Tableau Prep, en fait, ça se présente comme entre guillemets, comme un outil de data prep classique en termes de visu au premier abord lorsqu'on va le voir. Donc en fait, on va avoir un certain nombre de composants qui vont nous permettre de faire un certain nombre de transformations, que ce soit des pivots, des agrégations, des scripts, des jointures, des unions, toutes ces choses-là qui sont classiques. Donc on va connecter ces différentes boîtes entre elles pour faire en sorte de pouvoir lancer des scripts. Après, c'est un outil que personnellement j'affectionne beaucoup parce qu'il est exactement dans la philosophie Tableau. Donc il y a des choses qui paraissent très bêtes, mais qui sont super intuitives, qui permettent de gagner énormément de temps. Je vais avoir en fait un petit onglet qui va me mettre une prévisualisation de mes données. Je vais simplement cliquer dessus pour renommer des valeurs, pour faire des filtres, pour faire des choses comme ça. Et ça c'est vraiment très efficace en termes de réalisation. Et puis après, une des énormes forces, c'est également qu'on va pouvoir, à tous les moments du flux, juste faire un clic droit aperçu dans Tableau Desktop et voir exactement le résultat à l'instant T de notre préparation de données directement ouverte dans Tableau Desktop. Et ça, c'est super en termes d'exploration. Merci beaucoup, Maxime. Thomas, on a une prochaine question peut-être. Oui, tout à fait. Alors là, pareil, c'est une comparaison de nouveau qui pourrait être intéressante si on peut faire un jour un live complémentaire. Mais est-ce qu'il sera possible de comparer les deux langages de création des mesures en comparant deux syntaxes produisant le même résultat dans Tableau et dans Power BI? Oui. Techniquement, parlons techniquement aujourd'hui. Et on pourra en effet peut-être faire un use case plus... D'ailleurs, lors de nos formations, vous pouvez voir ce genre de cas. Mais là, voilà. Parlons déjà techniquement, en théorie. Alors, si je peux me permettre, on pourrait le faire. Oui. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. Maintenant, alors, je suis clairement pas impartial, mais la syntaxe Tableau est quand même nettement plus facile à prendre en main si on ne maîtrise pas le DAX en amont. Si on est déjà quelqu'un qui est très utilisateur du DAX, on retrouve ces petits. Maintenant, en termes de lisibilité, je pense que Tableau, pour le coup, a des fonctions relativement plus simples. Merci pour ton avis. Ouais. Je veux juste compléter pour ne pas faire trop peur à nos spectatrices et à nos spectateurs par rapport au DAX, qui est un langage qui est une syntaxe, en tout cas, qu'on retrouve aujourd'hui dans Excel. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'utilisateurs qui connaissent ce langage-là, ne serait-ce que pour faire des sommes, des SUMIF ou des choses comme ça. Juste simplement pour ne pas faire trop peur. Et alors après, effectivement, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin dans les champs calculés, et, des choses comme ça, où on va rajouter des fonctions et effectivement des complexités au niveau des calculs, tout comme Tableau, je pense. Sachant que dans tous les cas, on est quand même sur des langages qui sont relativement abordables, on n'est pas sur du code. Voilà. C'est des choses qui sont accessibles à n'importe qui. Hein. Et c'est ce que j'allais préciser, les deux sont abordables et entre guillemets facile à apprendre. Nous proposons d'ailleurs des modules cet été sur les deux langages. Donc, si ça vous intéresse et si vous voulez vraiment comparer, n'hésitez pas à vous inscrire à ces sessions de formation. Alors, il nous reste moins de 7 minutes, donc parce que le live s'arrête à midi. On va continuer sur les questions peut-être. La prochaine question que j'avais, c'est une question de veille. Quelle est la solution la plus adoptée en ce moment? Vu qu'on est sur un versus, elle était obligée d'être sortie, cette question, par quelqu'un. Donc je remercie d'ailleurs la personne qui l'a dit. Là, tu veux vraiment qu'on se fâche en fait? Bah là, je pense que Martin, tu peux commencer. Sur la question de laquelle des solutions est la plus adoptée, je pense que la question n'est pas forcément bien tournée parce que ça dépendra du use case et dans quel cas de figure on se positionne. Clairement, si on est sur de la diffusion en masse et si on veut produire un résultat final, j'ai envie de dire les deux solutions produisent un résultat qui est tout à fait équivalent et acceptable et au même niveau.
j'ai envie de dire, des deux côtés. Après, l'approche est très différente. Si on est dans une approche centralisée, où on a une volonté d'aller en profondeur et en s'intégrant avec des solutions de base de données, d'analyse avancée type OLAP, etc., Microsoft propose cela nativement, s'intègre et s'interface dans son propre cloud avec d'autres solutions. Donc c'est vrai que c'est plus une plateforme large, alors que Tableau est un puriste, un pure player de son domaine de visualisation de données. Et si on est dans une approche d'analytique visuelle, c'est le dada de Tableau, pour ainsi dire, et c'est clairement sa philosophie. Donc, c'est plutôt une question d'approche, de problématique et de cas d'usage, plutôt qu'une question de, voilà, telle solution est meilleure que l'autre. Je pense que dans son contexte et dans son environnement, on peut être très à l'aise avec l'un comme l'autre. Ok, je vais passer à la question suivante, sinon on n'aura pas le temps d'aborder tout et on pourra en parler éternellement. La question suivante, alors je pense qu'on va la passer parce que ça nécessitera des manipulations, ou alors Martin tu me dis, mais serait-il possible de voir les modèles finaux des données? J'ai eu 2 fois cette question. Ce serait probablement trop long. Un Par peu trop contre, long. ce qu'on peut tout à fait envisager, c'est de produire un petit contenu en mode vidéo pour plus tard qu'on pourra toujours republier. Voilà. Pour montrer sur le concret là-dessus, on fait un follow-up en contenu média qu'on partagera du coup sur la page LinkedIn d'Activision. D'accord. Alors, pour les experts, d'ailleurs, on est avec vous. Peut-on avoir un avis de vos experts sur les deux solutions par rapport à la cartographie géographique? Est-ce que c'est intégré? Quelle est la solution la plus pratique? On commence par Julien. Oui, alors effectivement, nous, on n'a pas forcément fait le choix dans cette représentation d'utiliser une cartographie, tout simplement parce qu'on n'avait pas forcément de données géographiques. On avait uniquement les États-Unis et la France. Donc, visuellement, on n'avait pas grand-chose à afficher. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on n'a pas fait ce choix-là. Je laisse la parole à Maxime pour compléter. Oui, et tu vas noter mon sourire. Non, alors il faut savoir que la cartographie, c'est vraiment une des grandes forces de Tableau pour le coup. Tableau a un partenariat, alors avait avant un partenariat avec OpenStreetMap et maintenant un partenariat avec Mapbox. Je crois que OpenStreetMap est toujours là d'ailleurs, qui sont deux très très bons fournisseurs de données de carto. Il faut savoir que Tableau va reconnaître de manière automatique l'ensemble des champs géographiques à condition qu'ils aient des données en fait géographiques dedans et qu'ils aient un nom qui soit reconnu. Donc typiquement, en fait, si j'ai une colonne qui s'appelle pays, Tableau va directement savoir que c'est un pays, lui associer un champ géographique et générer automatiquement une longitude, une latitude. Donc ça permet de ne pas avoir à travailler la donnée en amont. Tous les champs géographiques sont reconnus, on va jusqu'à des aéroports et des choses comme ça, et on a juste à faire un double clic pour afficher une carte. On ne va pas avoir à calculer la longitude et la latitude. Ensuite, on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des Web Map Services et du coup d'aller chercher des cartes externes qui sont faites par d'autres services. Et on va enfin avoir, et ça c'est quelque chose sur lequel Tableau continue de travailler énormément, un certain nombre de fonctions géographiques qui vont permettre d'enrichir les données. Là-dessus, si vous allez sur Tableau public, vous allez voir beaucoup de données cartographiques comme ça. Vous allez avoir des personnes qui vont permettre de faire des tracés de routes d'avion, de faire des calculs de distance, de faire des calculs de buffer, un petit peu comme des zones de chalandise pour dire quels sont mes points qui sont dans un rayon de 100 km autour d'un autre point, etc. C'est quelque chose sur lequel Tableau vraiment travaille beaucoup. Si vous voulez voir ce qu'on est capable de faire en termes de carto sur Tableau, vous allez voir le profil public d'une personne qui s'appelle Johnny Walker. Ok. Bah voilà. Merci beaucoup pour cette réponse, Maxime. Thomas, alors on arrive. On a encore le temps pour une question. Une dernière. Allez, je prends la dernière question que j'ai eue. Désolé pour pas avoir répondu à toutes les questions, mais on reste à votre disposition pour en tout cas y répondre en privé. En termes de connectivité aux sources de données, y a-t-il une différence notable entre les deux solutions? Allez, Maxime, commence. Juliette, très chaud. Si tu veux y aller, tu peux. Non, mais je pense que les deux solutions, alors je vais parler de Power BI en tout cas, se connectent à un environnement, enfin à des environnements, que ce soit serveur on-premise ou cloud, à des fichiers plats ou à n'importe quel type de données finalement via des web services
Donc via des services cloud, je l'ai déjà dit, mais effectivement et tous les mois avec les releases, les nouvelles versions de Power BI, on va retrouver également des nouvelles connexions. On va également avoir un certain nombre de services web, ne serait-ce que pour se connecter, par exemple, aux données de réseaux sociaux ou de choses comme ça. Maxime, pour finir? De la même façon, il y a un certain nombre de connecteurs. Il faut savoir que Tableau se connecte à plein de fichiers plats, donc que ce soit des fichiers CSV, Excel, PDF. On va se connecter à des fichiers spatiaux, des fichiers statistiques, etc. Et ensuite, un certain nombre de serveurs qui sont tous les serveurs de base de données classiques et non classiques, parce qu'il y en a quand même énormément auxquels on peut se connecter. Avec également toujours la possibilité de créer aussi votre propre connecteur. Ça s'appelle des Web Data Connectors et c'est quelque chose qui vous permet, dans le cas très rare où Tableau n'aurait pas un connecteur déjà natif et dédié, aussi de créer votre propre connecteur. Eh ben, Super. parfait, merci. Alors, il est midi. C'est l'heure de la fin de ce live, malheureusement. Je suis triste en tout cas que ça se termine parce qu'il y avait beaucoup de questions là. Alors on essaiera de vous répondre en privé avec Martin, en tout cas à vos questions qui n'ont pas pu être répondues là directement pendant le live. Et en tout cas, déjà je remercie Maxime et Julien de leur participation, en tout cas sur le point technique de ces deux solutions que sont Tableau Software et Microsoft Power BI. Et je vous souhaite une bonne journée à Maxime et Julien. Et on va repasser une dernière fois avec Simon et Julien Oudil. Je te laisse, Martin. Rebonjour. Bonjour. Un grand bravo et un grand merci pour ce que vous avez pu produire. Pour rappel, vous aviez 2 semaines de préparation en tout, mais bon, vous aviez des projets et d'autres tâches à faire, à réaliser dans l'intervalle. Donc, ce que vous avez pu nous préparer et créer du coup en 45 minutes, encore une fois, un grand bravo. Vraiment, montrez, on va passer sur vos vises, montrez-les une dernière fois. J'étais sur le modèle, moi, du coup. Voilà. Le modèle, c'est bien, c'est très bien. Et donc là, on va, la visualisation Microsoft Power BI sur la droite et la visualisation Tableau Software sur la gauche, réalisée par Simon Jarand et Julien Oudil. Et là, le live nous montre aussi les limites, en tout cas dans le partage d'écran. Tout à fait, mais bon. Power BI, il est très satisfaisant de ce côté-là. Belle défense, belle défense. Bon, merci en tout cas à Thomas aussi, toi également. Je sais que tu étais à la manette, à la fois sur la régie, sur les commentaires, sur les difficultés de connexion, les micros qui ne fonctionnaient pas, les partages d'écran qui ne fonctionnaient pas tout à fait bien à cause de la bande passante du réseau. Je sais que c'était une dure épreuve, mais franchement, tu as fait un super travail, donc bravo à toi également. Alors je veux voir des réactions en effet sur le live, n'oubliez pas de mettre un like, d'applaudir, je vois que ça... Alors là, tout le monde applaudit, c'est magnifique. Et je vous remercie en tout cas, nous avons été plus de 100 à un certain moment en tout cas en live, donc notre premier live est plutôt une réussite et nous essaierons avec Martin et avec nos différents collaborateurs de faire d'autres lives pour vous proposer de nouveaux sujets et notamment peut-être le LT ETL prochainement. Bon, merci en tout cas à tous, passez une très bonne journée, bon appétit. Bon appétit. Et on se dit à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.